Bienvenue, Rachid Achachi. Merci infiniment. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce ring au DJ TV Radio. Je rappelle que vous êtes consultant, conférencier et chroniqueur. Tout à fait. Donc des débats en 3 rounds thématiques. Je ne sais pas si vous avez pour habitude de faire des débats sur un ring. La première fois, honnêtement, et je ne sais pas comment ça va se terminer. On verra. En tout cas, il n'y aura pas de combat. Ah bah j'espère. Il y a une table en plus, donc ça va être compliqué de... Complètement. Donc le débat qui va s'articuler autour de 3 rounds thématiques. Premier round avec comme thématique au lendemain, sur le lendemain des événements de Fneder Bab Septa, à la lumière aussi de votre tribune, chez nos confrères de le 360, vers un nouveau Hirak. Donc vous nous direz avec un point d'interrogation, est-ce qu'effectivement, ce qui s'est passé le 15 septembre dernier pourrait nous amener, éventuellement en tout cas avec le risque d'un mouvement qui s'est produit spontané en 2016 du côté de l'Hossima, donc vers un nouveau Hirak, point d'interrogation. Deuxième round, le gouvernement est-il responsable, irresponsable? On a vu un torrent, j'ai envie de dire, de critiques à l'égard de l'exécutif. Est-ce que vous considérez qu'effectivement ces critiques sont légitimes ou pas? Est-ce qu'il y a du parti pris? Là, vous nous direz également ce que vous en pensez. Et troisième round, là aussi, menace, manipulation étrangère, la main de l'étranger, manipulation étrangère ou nouvelle forme de mobilisation 4.0, parce qu'on a vu que pour la première fois, il y a un mouvement spontané qui s'est organisé autour des réseaux sociaux. Premier round, Rachid Achachi, vers un nouveau Hirak, point d'interrogation ou pas? Alors tout dépend de comment le gouvernement va réagir, parce que ce que je voudrais rappeler, c'est que les événements de Fneder ne peuvent pas être à l'origine d'un Hirak. Mais c'est ce qui est à l'origine des événements de Fneder qui pourrait être à l'origine du Hirak. C'est la situation économique et sociale. Parce qu'il y a eu un appel par Internet, on va parler par la suite, d'aller migrer clandestinement vers Ceuta, vers l'Espagne, etc. Si vous recevez ce message, est-ce que vous allez migrer? Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés à cela. Et là, ça s'appelle le réel. À un certain moment, au Maroc, il faut apprendre à respecter le réel et à le voir tel qu'il est, et pas à travers des œillères ou des lunettes roses qui enjolivent la réalité. Donc il y a un vrai problème extrêmement profond, enraciné, qui est d'ordre économique, qui est d'ordre social, qui est d'ordre mental, c'est-à-dire le paradigme de l'État qui n'est plus tout à fait le même que celui de la nouvelle génération qui est en train de monter, le rapport à l'autorité, le rapport à la dignité, à l'égalité. Donc on est devant une bombe explosive, une bombe à retardement qui peut exploser à n'importe quel moment. Ça peut être les événements de Fneder, comme ça peut être n'importe quel autre événement. Donc ne confondons pas l'étincelle avec la poudre. Mais quand vous faites le parallèle avec le Hirak, donc ces événements aussi, et ce mouvement qui a été créé, qui est né en 2016, dans le RIF, en dehors des réalités socio-économiques où il y a un parallèle qui peut être fait avec un taux de chômage extrêmement élevé, que ce soit dans le nord du pays ou dans la région du RIF, en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres similitudes? Déjà, il y a eu 2 Hirak. Avant, il y a eu celui du RIF et il y a eu avant celui du 20 février 2011 qui avait abouti à des changements constitutionnels, etc. et des réformes qui sont louables et qui sont défendables, même si toutes n'ont pas encore été matérialisées. Il y a une partie de la Constitution qui n'a pas encore vu le jour en termes de loi organique, etc. Mais il y a eu un mouvement. Le deuxième Hirak était une piqûre de rappel. C'est que vous avez commencé après 2011 à réformer et à chercher à établir plus d'égalité, d'équité, de dignité, mais tout n'a pas été fait. Donc ça a été une deuxième piqûre de rappel. Et comme on dit jamais 203, si jamais on ne prend pas les choses au sérieux et on n'entame pas les vraies réformes, même douloureuses quand il le faut, eh ben on pourrait avoir un troisième Hirak. Pourquoi le Nord? Le Nord a une particularité. C'est que pour des raisons anthropologiques, culturelles, qu'on n'a pas le temps de détailler, disons qu'il y a un potentiel de révolte beaucoup plus grand chez les populations du Nord que dans le reste du pays. C'est-à-dire qu'elles ont l'esprit beaucoup plus dans la... Plus guerrier, plus revendicatif, plus rebelle, plus révolté. Plus rebelle, plus révolté, qui peut être une qualité comme qui peut être un défaut. Tout dépend du contexte dans lequel ces critères s'expriment. Et en général, c'est le Nord qui peut donner le là. C'est pas toujours le cas. Mais ce qu'il y a de plus dangereux, c'est que tous les mouvements de révolte de Hirak ne sont pas portés par la majorité de la population, mais sont dus à un chômage extrêmement important chez les jeunes en milieu urbain. Dans toute l'histoire de l'humanité, toutes les révolutions, révoltes, etc. n'ont jamais été faites par la population rurale ou par la population périphérique, mais c'est toujours par la classe moyenne qui habite en milieu urbain et principalement. C'est-à-dire plutôt la classe qu'on peut catégoriser de catégorie bourgeoise un peu? Non, moins que bourgeoise. Les bourgeois n'ont pas intérêt au changement. Les bourgeois sont conservateurs par nature. Ils n'ont pas intérêt à changer leurs conditions d'existence. Par contre, la classe moyenne, qui est à mi-chemin entre la paupérisation, mais qui tout en se paupérisant, garde l'espoir de monter, d'intégrer la bourgeoisie, et qui est assez cultivée et éduquée pour comprendre ce qui se passe en haut et pour comprendre ce qui se passe en bas, c'est elle qui est porteuse du plus grand danger de révolte. Certains vous diraient, Rachid Achachi, qu'il ne peut pas y avoir de comparaison d'ailleurs ce qu'on dit très souvent, de comparaison n'est pas raison, sachant que la majorité des jeunes qui étaient à Fneder et à Bab Septa le 15 septembre dernier, c'était majoritairement des mineurs. Oui.
et qu'il n'était pas du tout dans la revendication de socio-économique, de je voudrais un emploi, mais c'est surtout je voudrais partir avec comme projet et comme moteur de vie, rejoindre d'autres cieux. Donc c'est plutôt des mineurs. Donc du coup, est-ce que par rapport à ce qui s'est passé précédemment en 2016 à Hoceima, où il y a eu la mort de ce jeune vendeur de poissons qui s'est traduit ensuite par des revendications socio-économiques, est-ce que du coup on est dans le même schéma et scénario? Non, mais parce que là on parle de l'événement de Fnedak, on ne parle pas du Hirak, il n'y a pas encore de Hirak, Dieu merci, mais on parle de l'événement de Fnedak. Donc l'événement de Fnedak ne correspond pas à tout ce que je viens de décrire. C'est un événement qui correspond à un sentiment de désespoir chez une partie de la population qui n'est même plus, comment dire, dans la volonté de penser une révolte ou un changement, mais qui veut juste fuir, une forme de nihilisme, où effectivement ils ne voient aucune perspective d'avenir au niveau familial, à leur niveau individuel, et qui voient la fuite comme étant une possibilité de s'en sortir. Là, c'est un événement vraiment particulier. Ça pourrait devenir une étincelle pour un événement plus grand, mais l'événement plus grand ne va pas être porté par ces mineurs qui fuient, mais être porté par les jeunes et par la classe moyenne dans les milieux urbains, qui est confronté le plus à l'inflation, aux inégalités, et qui est surtout intellectuellement armé pour comprendre que cette injustice n'est pas une fatalité, que la paupérisation qu'il vit n'est pas une fatalité. Et c'est d'un sentiment d'injustice avec des capacités intellectuelles pour le comprendre que peut naître un mouvement de révolte. Et ça, il faut l'anticiper. Quand on voit la typologie, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, Achille Achachi, la typologie des personnes, de ces militants du mouvement du Hirak de 2016 et la typologie de ces jeunes qui candidats à l'immigration irrégulière, est-ce que vous dites, voilà, il y a aussi... j'allais dire, en termes de dynamique sociale et sociétale, il y a quelque chose qui est en train de changer et de bouger. Non, il s'agit de deux réalités totalement différentes, mais néanmoins connectées, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire d'un côté, on a des jeunes, des mineurs et des moins mineurs qui sont dans un désespoir, et puis on a de l'autre côté en ville, des gens qui gardent un espoir de changement, mais qui voient dans ces mineurs qui tentent l'immigration clandestine à leur risque et péril, une forme d'étendard ou de déclencheur qui permet par l'émotion de donner vie au sentiment d'injustice que les jeunes en milieu urbain vivent. Et on l'a vu dans les réseaux. Il y a eu un mouvement de solidarité au niveau des commentaires avec ces mineurs, en disant on les comprend, ils n'ont pas eu le choix. Et quand on a vu la photo avec des jeunes agenouillés à côté d'une estafette des forces auxiliaires... Avec le dos lacéré aussi. Tout à fait. Le plus important là, c'est pas est-ce que la photo est vraie ou pas, c'est comment elle est perçue par les gens. Parce que du point de vue sociologique, est vrai ce que perçoivent les gens. Si les gens perçoivent qu'elle est vraie, elle est vraie. Avec un traumatisme de Hoceima, RIF 2016, parce qu'il y a eu effectivement la réaction des autorités complètement différente de celle qui s'est produite à Fnedak et Bab Septa. Est-ce que pour vous, effectivement, la réaction face à cette photo, qui est en cours d'ailleurs d'authenticité, d'authentification, est-ce que là aussi, les gens ont été extrêmement sensibles à ça en faisant l'aller-retour entre Hoceima 2016 et Fnedak 2024? Je n'ai pas vu que le parallèle était particulièrement établi, mais ce que j'ai vu, c'est que... Dans l'inconscient. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que, premièrement, il y a eu une cacophonie dans la communication officielle. Il y a eu tout d'abord un silence, une forme de mutisme, puis il y a eu une cacophonie. Il y a des médias qui ont mis en avant le fait que c'était des fake news, c'était des images qui n'ont rien à voir. Après, finalement, il y a eu une enquête qui a été réalisée, donc finalement, peut-être qu'elle est vraie. Et donc, ce sentiment de cacophonie, peut-être c'est une stratégie. C'est-à-dire pour que les gens, calmer les gens parce qu'il n'y a pas de piste claire, etc. C'est peut-être une stratégie de l'État de calmer les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une science exacte, la prospective. C'est-à-dire, au fait, quand il y a des manifestations, des mouvements, au fait, là, il ne faut pas s'inquiéter, parce que la colère, elle sort. Elle s'exprime, elle est visible. Le pu qui sort, elle est visible, ça permet aux gens de se calmer. On a vu le mouvement des enseignants qui a duré pendant des mois avec des manifs, avec l'arrêt de leur travail. On a vu les infirmiers également sortir et recevoir des coups également, parce que la démarche sécuritaire, malheureusement, est toujours le premier réflexe chez nous au Maroc. Ça doit changer, d'accord? Parce que ces infirmiers vont un jour soigner les policiers qui étaient là pour les encadrer, etc. Donc là, ça va bien. Le plus dangereux, c'est quand, en apparence, il n'y a rien. D'ailleurs, le mouvement de mai 68 en France, quelques jours avant... Personne ne l'a vu venir. Quelques jours avant, il y avait un article dans un journal français, je ne vais pas citer le nom, où il disait qu'en France, tout va bien. Quand rien ne se passe, en réalité, c'est là que tout se passe, mais de manière souterraine. Donc fondamentalement, Achille Achachi, pour vous, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit le 15 septembre dernier à Fnedak Bab Septa, c'est plutôt, il faut le voir aussi, comme quoi, comme quelque chose de plutôt positif. C'est un signal. C'est une chance donnée à l'État. C'est un signal positif, bleu, rouge, orange, comme couleur. Plutôt orange, qui est un double signal, c'est-à-dire pour l'État, en disant il y a une bombe à retardement, d'accord. Là, il y a un peu, ça commence à pulluler un peu de ce côté-là, mais très rapidement, ça peut partir de partout. Deuxièmement, avec vous, Achille Achachi, le gouvernement est-il responsable ou irresponsable? On a vu aussi des torrents de critiques. Ça a démarré le week-end du 15-16 et puis après ça s'est poursuivi avec des
positions tranchées, en tout cas des propos très acerbes et très critiques à l'égard de l'exécutif. Est-ce que pour vous c'est faux procès, vrai procès, légitime, illégitime? Écoutez, il faut comprendre la temporalité des gens, des citoyens du quotidien et citoyennes. Eux, ils sont confrontés à ce gouvernement-là, donc quand ça va mal, la corrélation est vite faite. Donc c'est la faute du gouvernement qui ne fait rien pour nous sortir. Mais si on s'inscrit dans la longue durée, on voit que on ne peut pas attribuer à un gouvernement dont le mandat est de 4-5 ans la responsabilité de plusieurs gouvernements successifs qui ont abouti à la situation actuelle. Donc on peut remonter jusqu'au début des années 2000, fin des années 90, jusqu'à aujourd'hui même. C'est-à-dire les 7 gouvernements qui se sont succédés depuis 2000 ont une responsabilité dans ce qui s'est passé à FNEDAC. Il y a une logique cumulative, mais le gouvernement actuel a également une responsabilité dans le sens où il s'inscrit dans la même dynamique de dégénérescence, où il ne fait pas ce qu'il faut pour inverser la vapeur et pour enclencher une vraie dynamique de mobilisation de la population avec une idée nationale et une orientation claire pour les citoyens. C'est parce que le gouvernement avance, vous avez vu les différentes sorties, le bilan en mi-mandat. Déjà, il y a l'absence de sortie, souvent. Tout le monde attend le chef du gouvernement pour qu'il prenne la parole. Est-ce que le silence, parce qu'il a mis effectivement 5 jours le gouvernement, par la voie de son porte-parole, Moustapha Beytès, pour prendre la parole là-dessus, est-ce que c'est ça qui a alimenté, pardon, franchement. Qui a alimenté les critiques ou pas du tout? Même si c'était exprimé le lendemain, il aurait été quand même, quoi qu'il en soit, critiqué. Non, il ne peut pas communiquer le lendemain pour une raison très simple, parce qu'on va être franc. Au Maroc, à chaque fois qu'il y a un événement tragique, majeur ou important, etc., aucune personne dans le gouvernement ou aucun politique ne prendra le risque de prendre la parole avant d'avoir reçu les directives et les éléments de langage. Parce que l'approche sécuritaire au Maroc, c'est également dans l'inconscient des gens et dans la censure et l'autocensure. Il y a beaucoup d'autocensure chez nous. Et donc le chef du gouvernement ou un ministre dira, et si jamais je parle et que demain il y a un autre élément de langage qui va dire, on va me dire, mais Ahmed Chargé, je connais le. Donc il y a toujours un délai de latence. Donc tout le monde attend les éléments de langage pour prendre la parole. Donc personne ne s'aventure à prendre la parole. Et donc ça crée 5 jours de mutisme, ou une semaine de mutisme, ou 3 jours de mutisme, qui ne font qu'alimenter davantage la frustration des gens qui voient en réalité beaucoup de ces ministres ou de ces politiques comme étant des pantins qui attendent tout simplement des mots-clés et des directives. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'autonomie pour prendre la parole, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risque politique de se retrouver opposés à un discours qui va venir d'en haut par la suite. Donc du coup, faux procès adressé au chef de gouvernement et au gouvernement comme sur l'avalanche de critiques pendant ces... Non, pas faux. 2, 3, 4, il est 5, relativement faux dans le sens où on attribue toute la faute à ce gouvernement, mais il est également vrai parce que ce gouvernement a une part de responsabilité, mais qui s'inscrit dans la continuité des autres gouvernements. Mais il y a également une responsabilité hybride, parce que le sous-jacent de la crise que l'on vit actuellement, c'est également la question du stress hydrique, de la sécheresse, etc. Et là, on a un peu le passé et le présent qui communiquent, puisque le ministre qui était à l'origine de la modernisation agricole à travers le plan Maroc Vert, qui a contribué à la détresse hydrique que l'on vit actuellement, est aujourd'hui chef du gouvernement et à aucun moment il n'a été questionné par rapport à cette réforme qui a été réalisée par McKinsey. Et McKinsey, on n'a pas voté pour McKinsey, donc il n'assume pas la responsabilité politique. Ouais, mais la responsabilité politique est bien compte. Voilà. McKinsey n'a rien à voir. Il est encore chef du gouvernement tout en ayant été en partie responsable de la situation actuelle, en partie je dis. Ce que je voulais vous dire, c'est effectivement 5 jours après ces événements et ce drame, parce que c'est l'événement dramatique à FNEDAC Web Septa, il y a Moustapha Beytès, donc porte-parole du gouvernement, qui a pris la parole, même si là aujourd'hui vous avez vu comment il y a les partis de l'opposition qui veulent le convoquer au Parlement pour venir s'expliquer, qui a fait cette déclaration sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir. Bachir Chachi, Dixit Moustapha Beytès, nous sommes désolés par ce qui s'est passé. Le problème de l'immigration illégale est un fléau qui existe partout dans le monde. Lorsqu'on dit ça, au bout de 5 jours... On insulte l'intelligence des gens. Parce que oui, il y a un flux qui est mondial, mais qui va dans un seul sens, du sud vers le nord. Mais on n'a jamais vu des Suédois tenter d'immigrer clandestinement au Maroc, ou en Espagne, ou en Algérie, ou en Tunisie. Donc ce n'est pas vrai que ça existe partout. Ça existe partout différemment. C'est-à-dire il y a les pays d'accueil, il y a les pays de départ. Après, ce n'est pas en généralisant le problème que l'on résout le problème. C'est-à-dire la réalité, c'est que nous, on est Marocains, vous êtes ministre marocain, porte-parole du gouvernement marocain, donc on vous questionne par rapport au Maroc, ne me parlez pas d'autres pays. Donc il y a un problème qui est là, qui existe, il y a des milliers et des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de gens qui sont prêts à risquer leur vie pour fuir le Maroc. On n'a jamais vu des Espagnols risquer leur vie pour fuir le Maroc. Nous sommes désolés, venant du porte-parole du gouvernement 5 jours après les événements, nous sommes désolés. Désolés par rapport à qui? Désolés par rapport à quoi? Il faut lui poser la question. Oui, mais selon vous, Rachid Chachi, quand nous sommes désolés, est-ce que quelque part ça peut être vu comme un aveu d'impuissance? C'est peut-être une manière qui nous échappe et puis nous on n'y peut rien et surtout on ne peut rien faire, on n'a pas les moyens de faire Il y a un peu de ça, mais il y a également un peu de simulation d'empathie. C'est-à-dire que le gouvernement joue la carte de l'empathie, genre on compatit avec vous, on comprend que c'est une situation dramatique et tragique pour ces gens-là qui risquent leur vie, pour leur famille, etc. Ça s'appelle de la politique. Et sur le fait que certains considèrent que le Maroc devrait revoir, parce que je rappelle aussi que vous êtes spécialiste en géopolitique, pourquoi le Maroc accepte ou accepterait de jouer
le gendarme aux frontières de notre pays européen, enfin, en tout cas d'un pays européen et de l'Afrique, effectivement d'avoir militarisé. Et comme ça, les frontières, ben, ça fait qu'exacerber la rage de ces jeunes-là, de cette région du pays, même si effectivement il y a ces jeunes viennent de différentes régions du pays, pas seulement du nord, et que là aussi, il y a peut-être aussi, c'est-à-dire, ben, en fait, cette bombe à retardement, en réagissant de la manière dont on réagit en matière de gestion, mais c'est nous qui la vivons et la subissons chez nous. À quoi bon? Ouais. Le Maroc n'est pas le seul pays à le faire. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, comme la Turquie, durant la crise migratoire de 2015, où effectivement ils sont devenus l'avant-garde de l'espace Schengen pour contenir les migrants syriens, afghans, libyens, etc. Mais c'était un moyen de monnayer, de l'utiliser comme carte de pression contre l'Europe pour obtenir de l'Europe autre chose que la Turquie veut. Le Maroc joue un double jeu et je pense qu'il a raison de le faire, pas parce que c'est bien, mais parce que la réalité l'impose. C'est que d'un côté, il y a un appel d'air vers les populations de l'Afrique subsaharienne, notamment par le retour du Maroc dans l'Union africaine, par l'amitié, la CEDEAO, etc., où effectivement beaucoup de citoyens africains subsahariens qui étaient au Maroc en situation illégale ont été régularisés. Et donc on joue cette carte-là et donc on permet un afflux, pour l'instant pas important, mais un afflux quand même de migrants. Mais en même temps, on joue la carte Schengen comme carte de négociation avec l'Europe. Donc on garde la frontière Schengen au niveau du nord du Maroc, mais en échange de PIB, quelques dizaines de millions d'euros. En même temps, c'est une carte de pression pour négocier d'autres dossiers avec l'Union européenne. C'est du réalisme politique. Dernière question, avant de passer au troisième rang thématique avec vous. Pour vous, Rachid Hachachi, est-ce que ces événements qui sont produits le 15 septembre, il y a un appel aussi qui est lancé pour le 30, donc d'ici la fin de la semaine, est-ce que pour vous, ça fragilise encore plus politiquement l'exécutif ? Tout dépend comment les gens vont réagir à cet appel-là. Est-ce qu'il y aura encore un afflux massif de volontaires pour partir ou non? Mais dans tous les cas, si je devais donner une recommandation à l'État, c'est de repenser son agilité et sa manière d'agir dans l'immédiat. Et de cesser avec la politique sécuritaire comme première réaction, et puis par la suite on verra. Parce qu'on a un réflexe qui est omniprésent dans tout ce qu'on fait, c'est d'abord on interdit puis on réfléchit. C'est valable pour les crypto-monnaies, on interdit puis on réfléchit. C'est valable pour les drones, on interdit puis on réfléchit. Les trottinettes, tout le monde les achète, mais en même temps, le policier peut vous arrêter parce qu'il n'y a pas de loi qui permet de réguler. Ça, alors que unanimement, beaucoup ont reconnu la gestion, en tout cas intelligente et proactive des forces de sécurité. Le 15 septembre dernier, il n'y a pas eu. La photo, c'est un peu le cheveu qui est tombé. C'est vous, c'est la photo même si elle n'est toujours pas authentifiée, je le rappelle, mais bon. Mais peu importe, les gens l'ont perçu comme vrai. C'est-à-dire que même si demain on annonce effectivement, suite à l'enquête, que c'est un fake news, personne n'y croira. Moi, je n'ai pas de position. Moi, je dis ce que les gens peuvent percevoir. Si jamais l'enquête aboutit et qu'il y a des responsables, etc., les gens diront « Ah, ils ont plié le dossier, etc. » Ils ont fait ça entre eux pour camoufler. Il y a un problème de crédibilité vis-à-vis du gouvernement, de l'exécutif et de l'appareil sécuritaire. Les gens ont de plus en plus de mal à croire. Pourquoi? Parce que la condition émotionnelle dans laquelle se trouvent la plupart des gens, c'est une condition de crise économique, d'hyperinflation, de cherté de la vie et donc de colère, de frustration et de revendication. Est-ce que cette image, selon vous, Rachid Hachachi, ça marquait beaucoup plus les esprits, donc ces jeunes assis dans un couloir face à un mur, avec le dos, torse nu, avec des marques. Après, on ne sait pas si les coups ont été faits par les agents de l'autorité ou ils se sont blessés eux-mêmes, mais bon, il y a des marques. Ça a beaucoup plus marqué que ces jeunes qui ont voulu rejoindre notre cieux. Juste des jeunes. Même à la nage à contre-courant. Non, s'il y a une image des jeunes qui nagent à contre-courant, oui, ça pourrait marcher. Je rappelle que la crise migratoire est devenue une crise quand il y a eu une image d'un enfant kurde balancé sur la plage et on a vu le corps d'un petit enfant. Et le choix de la photo n'était pas anodin parce qu'il fallait que l'enfant soit blanc afin que les Européens puissent s'identifier par transfert d'empathie. Ça aurait pu être mon fils. Si ça avait été un Afghan typiquement morphotype afghan, ça n'aurait pas produit le même effet. Donc il y a tout un art de la manipulation par l'image. Racial, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme les Ukrainiens, quand il y a eu des réfugiés, on a dit ils sont comme nous, ils sont les yeux bleus et blancs. Ça pose pas de problème. Mais quand ils sont de peau tannée ou noire, ça pose problème. Donc la question de l'image est extrêmement importante. Sans l'image, la crise n'existe pas pour la plupart des gens. Par exemple, il y a eu récemment à Blimlal un car qui s'est effondré avec une trentaine de morts, mais personne n'a réagi parce qu'il n'y a pas eu d'image. Mais si on avait vu des corps déchiquetés, etc., ça aurait produit des faits. Donc, avant de passer au troisième rang, gouvernement fragilisé encore un petit peu plus ou pas par rapport à cet événement du 15 septembre? Ah oui, mais moi je demande comment il tient ce gouvernement. Je veux dire, on n'est plus au niveau de la fragilisation. C'est-à-dire, le gouvernement est vu comme étant un ovni qui plane au-dessus, qui est totalement décorrélé de la réalité. Identifié ou un ovni non identifié? Ah bah en l'occurrence identifié, oui. Troisième round. Alors là aussi, je l'ai vu aussi dans votre tribune, vous l'avez esquissé. Par rapport à ces événements dramatiques du 15 septembre dernier, manipulation en provenance de l'étranger ou nouvelle forme de mobilisation 4.0. Les avis divergent
selon celles et ceux qui ont pris la parole dans le débat public ces dernières semaines, en tout cas depuis le 15, ceux qui considèrent et qui sont convaincus qu'effectivement il y a une manipulation en provenance des pays de l'Est, en fait du voisin de l'Est, pardon, pas des pays de l'Est, parce que si vous avez une connaissance, mais du voisin de l'Est, et ceux qui considèrent que non, c'était simplement une mobilisation qui a démarré via les réseaux sociaux, via TikTok essentiellement, et qui était prévisible d'ailleurs, et que en fait c'est une nouvelle forme de mobilisation, et que quelque part on a été dépassé par ces nouvelles formes de mobilisation 4.0. Alors si on quitte les propagandes de part et d'autre et qu'on voit les faits objectivement, avec nuance, il y a un peu des deux. C'est que d'un côté, les citoyens marocains ont été rodés à la mobilisation par le digital. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font avec efficacité. Souvenez-vous de la parenthèse du boycott contre des firmes qu'on ne va pas nommer et qui a été redoutablement efficace. Ça n'empêche pas qu'il y ait des manipulations étrangères qui tentent de se greffer à cette dynamique-là et de l'orienter. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui sont à l'origine, mais ils surfent dessus. Tout à fait. Il y a différents cas de figure, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est très probable qu'on ait été confronté aux deux phénomènes. D'un côté, les Marocains, comme à l'époque du boycott, comme à l'époque du Hirak, comme à l'époque du 20 février, à l'époque, etc., sont capables de se mobiliser massivement. Mais cela crée une brèche, une ouverture pour des manipulations étrangères qui, effectivement, en alimentant des images, en mélangeant des fake news avec de vraies images, en utilisant des hashtags, avec des algorithmes, avec du sponsoring, est-ce que c'est le cas par rapport à ces événements du 15 septembre, compte tenu qu'on attend cette photo qui doit être authentifiée ou pas je crois que c'est le cas, mais... Les images de jeunes mineurs, essentiellement, qui ont voulu regagner Bep Septa, mettant la pression, puis en défiant les autorités, c'est une réalité. La photo qu'on a vue, ou les photos, ça suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'elle fait appel à un imaginaire. C'est-à-dire quand on voit la photo, on voit immédiatement Abu Ghraib, Guantanamo, etc., la position, etc. Mais la photo n'est jamais qu'un carburant, d'accord, ou une étincelle, ça dépend du contexte. Je n'exclus pas que nos voisins algériens aient suralimenté cette dynamique-là, et pas que les voisins algériens. Je rappelle qu'il y a une partie minoritaire de rifins radicalisés aux Pays-Bas et en Belgique, etc., qui sont également très actifs sur les réseaux. C'est-à-dire une même marocaine de l'étranger aussi. Une même marocaine de l'étranger, alors ils sont ultra minoritaires. Ça vous donnez beaucoup de crédit à ça? C'est ce qui s'est passé durant le Hirak Jerif. Parce que le Hirak Jerif, au départ, il était social, puis très rapidement, il est devenu identitaire. On n'a vu que des drapeaux de la République Jerif, aucun drapeau marocain dans les manifs. Parce que ça s'est durci, parce que ça a duré dans le temps, et parce que certains considéraient à l'époque que le fait d'avoir fait traîner les choses en longueur... Ça ne suffit pas. Durcir, ça peut donner d'autres phénomènes. Là, il y a eu de l'argent qui a été déversé par des trafiquants de drogue, par des minorités radicalisées anti-marocaines et anti-monarchies, etc., qui ont manipulé ce mouvement et qui l'ont orienté vers un terrain qui n'était pas son terrain au départ. Donc on peut être confronté à la même problématique là, dans ce cas de figure. Donc pour vous, c'est plus une main étrangère, une main extérieure, pas plus. Ou une forme de mobilisation sur TikTok aujourd'hui? Les deux, parce que comme je dis souvent, on ne manipule que ce qui est manipulable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà un terrain fertile. Un terrain fertile, malheureusement, il ne l'est pas. En tout cas, fertile du point de vue imagé. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une situation de dégénérescence, de déliquescence pour que la manipulation soit efficace. Je rappelle qu'il y a toute une ingénierie sociale qui a été développée sur des décennies par les Américains, notamment avec Gene Sharp, avec Savdia Popovic, qui a créé le mouvement Atpod, qui ont formé toute une génération de militants qui ont été en grande partie, pas uniquement eux, mais en grande partie à l'origine des printemps arabes. Il y a beaucoup de jeunes Égyptiens qui sont allés en Serbie pour être formés dans des ateliers. Il y a des livres qui sont en vente même au Maroc, je ne vais pas les nommer pour qu'on ne les interdise pas, parce que moi je suis contre la censure, mais des livres où ils disent comment faire chuter un dictateur quand on n'a pas d'argent, pas d'armée et qu'on est seul. Et il y a un manuel, comment provoquer la police, comment déstabiliser l'État, etc. C'est une vraie science. On l'a vu même sur effectivement, il y a les séquences du terrorisme aussi, où on a vu comment fabriquer aussi une bombe artisanale. Oui, ça c'est Internet. Mais là, comment fabriquer, ou comment avoir tout un modèle pour pouvoir migrer de manière clandestine et irrégulière, on n'a pas eu ça. On a eu TikTok, un appel, mobilisation le 15 septembre, et ils étaient plus de 2000, 3000 ou 4000. Mais parce qu'on a joué sur la psychologie des gens, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent? Plus on est massif à tenter l'immigration clandestine, plus j'ai de chances, moi, individuellement, de pouvoir m'échapper. Si on est 10, on va être arrêté rapidement. Si on est 10 000, j'ai plus de chances de passer. Donc c'est également une forme de pragmatisme. L'effet de masse, c'est une forme de pragmatisme qui a été même annoncé par des gens qui ont échoué, qui ont dit mais pourquoi j'y suis allé? Parce qu'il y avait beaucoup de gens et donc j'avais plus de chances de passer. C'est de la manipulation psychologique. Il y a la main étrangère et une réalité pourrie. Et une réalité économique et puis une mobilisation qui s'est faite sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, dans les leçons à tirer, il y a effectivement aussi, parce qu'on le voit, il y a quelque chose d'ambiant. Je ne vais pas dire des bruits de couloir ou des bruits de bottes, quelque chose d'ambiant aussi sur comment aussi certains souhaiteraient mieux encadrer
les réseaux sociaux, mieux encadrer les applications technologiques, C'est une bataille perdue d'avance. comme TikTok aujourd'hui. Voilà, parce que tout a démarré de TikTok. Et la vraie menace aujourd'hui, c'est TikTok et ses applications technologiques. Là, c'est la logique du bouc émissaire. Que la faute à TikTok, mais surtout pas à la réalité, et surtout pas aux politiques menées, et surtout pas à l'absence de réforme, et surtout pas à la kleptocratie, et surtout pas aux inégalités sociales, à la perte de dignité d'une partie des citoyens, à l'effondrement de l'école publique, à 30% d'analphabètes qu'on a au Maroc, à 40% de chômage des jeunes. Non, c'est pas tout ça, c'est TikTok. C'est une bataille perdue d'avance. On ne peut pas combattre le digital. Vous fermez TikTok, mais vous l'interdisez par un effet de base communicant, ça ira ailleurs. Instagram, Facebook, puis demain Telegram, puis Signal. Il y a plein d'applications, donc on ne peut pas interdire Internet. Donc à un certain moment, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Le digital, c'est un miroir. Et c'est également une brèche pour la manipulation. Donc soignons le malade plutôt que... Sauf que certains, chez la Chachi et chez nous, disent mais il y a les Américains, la première puissance démocratique au monde, est en train de mettre la pression sur la société qui a développé TikTok pour qu'elle vende, si elle veut continuer à exister, qu'elle vende sa société à une société dite étrangère. Oui. Il y a l'Union européenne aussi, je crois que c'est la Commission européenne d'ailleurs aussi, qui a légiféré en interdisant, en tout cas en demandant à tous ses collaborateurs de ne pas utiliser TikTok sur son téléphone professionnel ou sur des tablettes. Donc on voit qu'il y a un courant anti-TikTok à travers le monde, donc pourquoi on ne l'aurait pas au Maroc? Mais c'est un courant anti-chinois. C'est un courant anti-chinois. C'est des considérations géopolitiques propres à ces aires géographiques. Les États-Unis conçoivent très bien que dans les 30 prochaines années, le principal rival va être l'alliance russo-chinoise. Et donc en combattant TikTok, c'est la Chine qui est visée. D'accord, ils n'ont pas combattu d'autres applications comme Rumble, comme Signal, etc., qui permettent de partager un discours alternatif très critique. Donc c'est plus parce que c'est la diversité politique, mais pas le contenu. Parce que eux, ce qui est critique, c'est le fait que le contenu de TikTok en Chine est différent que le contenu de TikTok en Europe ou aux États-Unis. Il y a deux applications qui sont combattues actuellement dans le monde occidental, et ce n'est pas un hasard que la première soit chinoise, la deuxième soit russe, Telegram. D'accord, ils ont même arrêté de manière totalement, selon moi, illégale, d'autres pavés de bloc, etc. Alors que c'est la boîte qui est responsable, pas l'individu. On a incarné la responsabilité dans un individu en l'accusant de complicité pour la pédophilie, trafic de drogue, etc. Donc, c'est des luttes géopolitiques. C'est pas pour la liberté d'expression, pour protéger les citoyens. Et si on voit la dynamique que prend l'Union européenne et les États-Unis depuis plusieurs années, c'est une dynamique qui va vers de plus en plus d'autoritarisme, de moins en moins de liberté d'expression. Et c'est pas un bon exemple à suivre pour nous au Maroc. Donc vous dites surtout, vous appelez en tout cas les autorités, la puissance publique et les pouvoirs publics à ne pas être tentés par vouloir phagocyter, museler TikTok. Non, ils peuvent investir ce terrain. Les autorités peuvent mettre en avant des jeunes, des influenceurs, des stratèges, des gens capables de produire un contre-contenu qui ne soit pas de la propagande bête et stupide, mais qui soit un contenu de vérité, mais une vérité qui nous est propre. C'est-à-dire celle de l'espoir, celle des projets à venir, celle des... Le rêve marocain, parce que vous avez vu Mehdi Bensi, notre ministre de la Justice, de la Jeunesse et de la Culture, lui, il fait la promotion d'un rêve marocain. Moi, rêve, c'est poétique, mais moi je préfère une idée nationale. Ce qui nous manque au Maroc, c'est une idée nationale. Enfin, les causes qui permettent de réunifier tous les Marocains, c'est quoi au total? C'est le Sahara marocain, ça c'est évident, d'accord. Mais mis à part le Sahara marocain, il y a quoi comme cause fédératrice et qui pourrait amener les Marocains à faire des sacrifices? La monarchie. Oui, mais ça c'est même pas discuté. Le référendum l'a montré en 2011. Ça, c'est pas un sujet qui est mis sur la table. Mais parmi les sujets qui sont mis sur la table, où on appelle les gens à se fédérer, à faire des efforts et des sacrifices, il n'y a que le Sahara marocain. Mis à part cela, il n'y a rien. Demain, et c'est certain, la question du Sahara marocain va être résolue. Elle l'est déjà grandement. On se retrouvera avec quoi? Avec une population et rien pour les fédérer. Est-ce que les gens vont faire des sacrifices pour 3 points de PIB? Est-ce que les gens seront prêts à mourir, ça dépend ce qu'on leur promet derrière. Oui, les Égyptiens, on leur demande de se serrer la ceinture parce qu'on leur promet une Égypte meilleure. Donc oui, mais en même temps, c'est une dictature, ils n'ont pas trop le choix. Il n'y a pas trop de marge de manœuvre pour ne pas être d'accord. Non, mais je veux dire, une idée fédératrice où les gens volontairement vont accepter de faire, comme la Corée du Sud l'a fait, comme d'autres pays l'ont fait, on n'en a pas. C'est-à-dire, on a un modèle où on gère l'État de manière entrepreneuriale, avec des inégalités qui augmentent. Donc, il faut une idée nationale, c'est-à-dire montrer un horizon. Vous savez, il y a une règle très simple. Pour savoir si un État est souverain ou pas, il faut voir est-ce qu'il est capable de faire des stratégies sur 40 ans. S'il est capable de faire des stratégies sur 40 ans, c'est un État souverain. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui est capable de faire des stratégies sur 40 ans? La Turquie est capable, la Chine est capable, donc il y a des pays qui sont capables. Avec un modèle aussi de gouvernance qui est particulier. Oui, mais pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème avec l'autoritarisme ou le despotisme éclairé, comme on l'appelle, quand il est orienté au profit de la population et de la dignité de la population. Mais quand il est orienté contre la population, ça c'est une vraie problématique, surtout quand il est maquillé ou drapé dans des vêtements démocratiques. Tout dépend de la qualité de la cosmétique. Tout à fait. Rachel, j'ai juste une dernière question parce que j'ai vu dans votre chronique d'ailleurs, vous avez écrit on ne résout pas un problème avec des modes de pensée qui l'ont engendré. Tout à fait. Est-ce que clairement, entre les lignes, je fais la bonne lecture ou pas, vous me direz, c'est que le personnel politique qui est aujourd'hui en responsabilité, mais il est aussi, comme il a une responsabilité pleine ou entière, en tout cas, ce n'est pas eux qui ont
qui vont pouvoir trouver la solution et pour résoudre le problème? Alors là, il y a deux scénarios. Alors soit ces gens-là comprennent la réalité, mais ils sont de mauvaise foi, donc je vais l'écarter, je vais partir de la bonne foi. En tant que musulman, on part toujours de la bonne foi. Donc c'est des gens de bonne foi. Mais même en étant de bonne foi, ils sont incapables, du point de vue du paradigme, de faire ce qu'il faut faire. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de la jeunesse qui est en train de monter, leur manière de penser, leur rapport à l'autorité, leur rapport à l'égalité, leurs contraintes du quotidien. C'est des gens qui sont conditionnés par leur éducation, par une parenthèse dans l'histoire du Maroc qui les a structurés et qui font qu'ils sont tout simplement, même s'ils sont de bonne volonté, incapables de penser les choses de manière pertinente. On a une nouvelle génération. Je rappelle un truc très important. En 2007, le ministère de l'Intérieur a commandé une étude à Emmanuel Todd et à Youssef Kourbach. Emmanuel Todd, grand anthropologue, etc., dont la pertinence n'est plus à démontrer, et Youssef Kourbach, l'un des plus grands démographes spécialisés dans la région de l'Afrique du Nord et du monde musulman. Une étude pour comprendre quelles sont les implications politiques de l'évolution des variables démographiques et sociales au Maroc. Le document, la synthèse du document est publiée sur Internet, les gens peuvent aller la lire. L'une des conclusions d'Emmanuel Todd, c'est que le changement est irrémédiable, ou bien l'État marocain va épouser ce changement, ce qu'il a fait en 2011, et on attend qu'il le fasse davantage, ou bien le changement se fera de toute manière. Parce qu'il y a des ruptures de mentalité. La jeunesse aujourd'hui n'a plus le même rapport de soumission à l'autorité comme nos parents. Aujourd'hui, les jeunes ont un potentiel de révolte beaucoup plus grand, ils ont une conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'individualisme dans le sens positif du terme. Beaucoup plus dans l'instantanéité aussi. Et donc même les revendications qu'ils font ne sont plus des revendications syndicales ou collectives, mais des revendications individuelles de dignité. On leur vend depuis 20 ans un modèle consumériste à l'américaine, avec les villes qui deviennent des pancartes publicitaires, avec des pancartes publicitaires partout, mais on les prive de plus en plus des moyens de ce mode de vie consumériste. Et comme disait Kluskar, tout est permis mais rien n'est possible. Donc ce qui évolue dans un environnement où tout est permis mais rien n'est possible. Est-ce que dans ce que vous dites, est-ce que si je prends deux photographies sur lesquelles je souhaiterais vous faire avoir votre commentaire, Achille Achachi, 15 septembre, le week-end du 15, c'est 3500 jeunes rassemblés à Agadir qui chantaient, dansaient avec les décideurs du RNI, d'ailleurs en l'occurrence, qui dirige le gouvernement sur El Grande Toto. Je ne sais pas si c'est votre tasse de thé. Pas particulièrement, mais je connais la chanson. Voilà. Et de l'autre côté, ces jeunes qui est candidat à l'immigration clandestine. Est-ce que pour vous, c'est ces deux Marocs-là aussi qui cohabitent, mais où il n'y a aucune connexion, et entre ceux qui sont dans des environnements qui sont diamétralement opposés, voire opposables socialement? Non, alors ce serait de la facilité si je disais qu'effectivement c'est deux Marocs différents avec un contraste. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce que les partis politiques comprennent, notamment le parti au gouvernement, c'est que les Marocains sont de bons vivants, qu'ils soient pauvres ou riches ou classe moyenne. C'est des gens qui aiment chanter, qui aiment danser, qui aiment communier ensemble collectivement. Et donc ces jeunes qui ont tenté l'immigration au nord, s'ils avaient été au sud, à ce moment-là, ils auraient chanté et dansé. Ils auraient dansé aussi sur les Grande Toto. Tout à fait. Donc c'est pas de Maroc. Mais il y a des Marocs différents. C'est pas qu'il n'y a pas. Mais c'est pas au sud du Maroc et au nord qu'il faut les chercher, mais c'est dans chacune des villes du Maroc qu'on peut les trouver. Vous méritez mieux, nous méritons mieux. Nous méritons mieux, bien entendu. Parce que vous méritez mieux, c'était en 2021. Slogan politique. Bah là, nous méritons mieux, effectivement. C'est un slogan qui doit être porté par le peuple, cette fois, et pas par le parti politique. Merci en tout cas infiniment une fois de plus, Achille Achachi. Débat éclairant. Et un débat, contrairement à ce que les gens pourraient croire, un débat patriotique. Le débat patriotique. Parce qu'effectivement, on veut le bien de notre pays. Débat constructif. Et des fois, il faut critiquer et pointer là où ça fait mal. Vous avez été beaucoup considéré avoir été très critique aujourd'hui? Non, mais parce qu'il y a des gens qui sont très dans l'émotionnel et la moindre critique la voit comme étant une trahison. Non, être patriote, c'est également, c'est pas uniquement applaudir, etc. Il le faut quand les choses sont bien faites, mais c'est également de pointer du doigt de manière critique pour que nos ennemis n'aient pas à le faire. Il vaut mieux qu'on le fasse nous-mêmes plutôt que de laisser l'ennemi le faire à notre place. Être doté aussi d'un logiciel qui s'appelle la culture et la culture du débat contradictoire. Tout à fait. C'est ça qui est. Merci en tout cas infiniment. Je vois que le logiciel, il est implanté chez vous, implémenté. Tout à fait. Merci une fois de plus à vous et à très bientôt. Avec grand plaisir. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.